Bonjour tout le monde, pour ceux qui fêtaient, j'espère que nos auditeurs ont passé un joli et lourd sur l'estomac Noël. Et bien sûr, un grand bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs. Vous vous disiez sans doute que je ne suis pas Jimmy, votre cher autre, mais que nenni, j'ai juste enfin mué. Je suis accompagné aujourd'hui de Rouampi, le créateur de notre blog Le Club Paname. Comment vas-tu, Rouam? Ça va très bien et vous? Et aussi de notre pseudo-expert préféré. Comment vas-tu, Basso? Très bien, le ventre plein, l'esprit clair. Ah, bah c'est bien cool. On va parler aujourd'hui du bilan qualitatif de cette demi-saison et on clôturera par un petit focus sur la rumeur du moment qui est la Diarra. Alors messieurs, on attaque? C'est parti, on est prêt. Go, on est là. Ok, donc on lance l'analyse qualitative. Dans un premier temps, on va découper par ligne et on va commencer par les goals. Sujet épineux. À ton avis, Roam, Emery a-t-il eu raison de faire confiance à Areola? Alors j'ai envie de te dire que dans un premier temps j'étais perplexe. Ensuite est venu le temps de l'espoir. Et enfin le doute s'est à nouveau installé. Du coup je peux te dire que je suis assez mitigé sur la question. Et toi, Basso? Alors moi j'ai une petite préférence pour Trapp que je trouve un peu plus fiable, mais je pense que Unai a raison de maintenir sa confiance du moment qu'il a fait ce choix-là en début de saison. Mais justement, est-ce que vous pensez pas qu'avec enfin, il a fait quand même une bonne performance pour les derniers matchs, Trapp, il était un petit peu en dessous sur le match d'avant. Est-ce que vous pensez que remettre Areola qui a enchaîné beaucoup de tirs sur les frappes cadrées, c'est une bonne idée? Qu'est-ce que t'en penses là, Vincent? Trapp a fait une bonne dernière performance contre Caen, mais le match juste avant contre Strasbourg, il est aussi légèrement fautif et peu décisif. Globalement, c'est compliqué. On a deux gardiens qui ont des défauts et qui sont, on va dire, assez loin du top niveau. Après, si on parle d'être décisif, Trapp en Ligue des Champions, puisque c'est là que ça compte en Ligue 1, de toute façon, ça suffira. En Ligue des Champions, Trapp a pu être décisif dans le passé, notamment contre Chelsea, mais il n'a pas été contre City, il n'a pas été à Barcelone l'année dernière où il prend 6 buts sur cette frappe cadrée, où sa responsabilité est engagée sur le premier but. Il n'avait pas été non plus contre le Real où il avait fait une bourre, donc il a peu de matchs références. À Roland, on n'est pas plus avancé, donc autant garder le gardien titulaire, on va pas rechanger et rechambouler le mental de ces deux gardiens. Et du coup, toi, Rouam, par rapport à Basso, tu penses pareil, que les deux gardiens sont un peu moyens, que Trapp est peut-être un peu meilleur, mais que comme on a fait confiance à Areola, il faut continuer avec Areola, ou toi tu changerais? Moi personnellement je pense que d'un point de vue niveau les deux gardiens ils n'ont pas vraiment une grande différence. Maintenant j'avais apprécié que Unai surtout lors du match du Celtic en Ligue des Champions il maintienne sa confiance à un gardien. C'est pas forcément parce que c'était Areola qui reste titulaire, mais je voulais moi que on va dire l'alternance entre les gardiens cesse, tu vois, parce que pour moi le poste de gardien c'est un poste où tu as besoin de confiance. Et je te disais tout à l'heure que ouais j'ai eu un espoir déçu, c'est pas pourquoi, parce qu'à partir du match du Celtic, j'ai vu Areola enchaîner des bonnes prestations jusqu'au match de Marseille, etc. Ou même quand il y avait encore 2 buts à 1, il fait un arrêt où il s'impose contre Bounassar, je crois, et ensuite, sur l'action d'après, on obtient le coup franc qui nous permet d'égaliser. Moi, je m'étais dit, c'est bon, enfin, Areola, il est lancé, etc. Puis, il est retombé dans ses travers avec, t'as l'impression, chaque fois qu'il y a un tir cadré, c'est but, etc. Maintenant, je ne suis pas forcément persuadé que Trapp, ce serait beaucoup mieux. Pour moi, c'est du kiff-kiff. Maintenant, tant qu'à faire, autant continuer à faire confiance à Areola jusqu'à la fin de la saison et après, ça sera temps de changer. Mais je pense que ni l'un ni l'autre n'est l'avenir au poste au PSG. Ok, d'accord. Bah, merci. Donc, a priori, pour vous deux, on va rester avec Areola, même si peut-être Trapp aurait apporté quelque chose de plus, mais il est important de garder la confiance. Oui, juste Vas-y, dire vas-y. qu'il y avait une différence majeure les dernières années en faveur de Trapp qui était le jeu au pied. Et je trouve que là-dessus, Areola s'est progressé et plutôt fiable sur ce point-là. Ok. Bah, merci pour cet input. On va passer maintenant à la charnière. Alors, du coup, on va commencer avec toi, Basso. Qu'est-ce que tu penses de notre charnière centrale? Alors pour moi, on a des confirmations et quelques évolutions. On a la confirmation que Kim Pembe a le niveau pour prétendre à être titulaire dans les grosses affiches autant que les deux autres. Mais pour moi, il reste quand même en duo, en dessous du duo brésilien au niveau complémentarité de charnière. On a une confirmation aussi des défauts des trois défenseurs centraux, que ce soit tactique ou mental. On l'a vu notamment à Munich. Et on a une évolution majeure chez Silva, notamment sur la tenue plus haute du bloc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Roam? Moi, globalement, j'ai été vraiment satisfait de notre charnière.
Bon, on a eu une charnière réduite, on a eu que 3 joueurs qui ont tourné, c'est-à-dire Kim, Thiago et Marquinhos. Par contre, moi, je trouve que certaines personnes ont eu des critiques assez dures sur cette charnière, notamment après le match de Munich, qui pour moi a masqué pas mal du bon qui avait été réalisé jusque-là. Et je trouve que, notamment avec Thiago Silva, on a été vraiment difficile en disant qu'encore une fois, sur le match de Munich, il n'a pas assuré, etc. Alors que le type, il s'est blessé. Et on lui a même pas laissé, directement, on lui a dit c'est bon, c'est le syndrome Barcelone, il est revenu, etc. C'est pour ça que je suis un peu triste pour eux, quoi. Je suis un peu d'accord avec toi sur Silva, notamment sur le dernier match où j'ai trouvé les critiques trop dures. Après, je constate que Kim a une qualité, c'est le jeu vers l'avant. Silva, il force sa nature pour le faire, mais est-ce qu'on peut pas se demander, selon vous, si est-ce que en gros, est-ce que la charnière qui est la charnière titulaire pour l'instant, qui est Silva Marquis, est-ce que c'est une charnière qui va nous permettre donc de rassembler un petit peu le bloc? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça reste la meilleure charnière. Kimpembe a, comme tu l'as dit, ce point de défendre en avançant. C'est vrai que Silva a toujours ce défaut de ne pas prendre l'espace quand il peut le prendre devant lui. Et ça reste un point assez embêtant. On a aussi ce doute mental que peuvent avoir cette charnière brésilienne dans les gros matchs. Maintenant, Kimpembe a aussi pas mal de sautes de concentration. Et quel que soit le match, que ce soit à Strasbourg, en Ligue 1, donc en Ligue des Champions, on n'a pas vraiment de référence. Il a fait deux matchs titulaires seulement, c'était Celtic et Barcelone. Ça s'était bien passé, mais on n'a pas plus de références que cela. Et j'ai des doutes sur la charnière Kimpembe-Silva, par exemple, si on devait avoir ça, c'est que Silva a tendance à suivre Kimpembe justement qui monte, et on prend plus de trous dans la profondeur, c'est plus dangereux puisqu'on couvre moins, il y a moins de couverture. Donc je pense que la charnière la plus fiable reste Marquinhos Silva. D'accord, ok. Et toi, Roam, qu'est-ce que tu penses donc du fait de n'avoir eu que 3 centraux? Est-ce qu'on s'en est sorti? On a eu quand même quelques frayeurs récemment au niveau des blessures. Ça a alterné. On s'est retrouvé à un match à se demander merde, qui est-ce qui va aligner? Est-ce qu'on peut pour toi faire une deuxième partie de saison avec juste 3 centraux en sachant que ça peut quand même poser problème? La chance qu'on a dans notre malheur, c'est que les 3 centraux qu'on a, ils sont vraiment de qualité. Je peux pas dire qu'il y a une différence immense entre l'un des trois, tu vois. Après, clairement, tu l'as souligné juste avant, avec les blessures qui peuvent arriver potentiellement, jouer à 3 centraux uniquement, ça peut être problématique. Blessure plus Maintenant, suspension. Blessure plus voilà, et suspension, c'est-à-dire que tu peux exactement. en avoir un qui est blessé et tout à coup, tu en as un qui s'est pris ses 3 jaunes en Ligue des Champions et il y en a un qui est blessé et il y a l'autre qui peut pas jouer le match à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah, t'as qui dans notre effectif capable de jouer défenseur central qui Mota. a une l'expérience? T'as Thiago Motta. À part lui, t'as le jeune dont je suis désolé, Stanley Nsunku, c'est ça? Qui est lié gauche de formation. Donc, Et voilà, du coup, voilà, tu peux te dire que c'est très risqué. Maintenant, moi, je voulais juste rebondir sur un truc. Vas-y. Pour rebondir sur ce que Basso disait, je suis d'accord avec lui. La charnière brésilienne, je pense que c'est celle qui est on va dire, dans mon esprit, la charnière titulaire. Pourquoi? Euh, Moi, personnellement, au début de saison, c'est passé un peu entre les gouttes, mais je trouvais Marquinhos pas concentré. Je trouvais pas forcément Marquinhos impérial comme il nous avait habitués jusque-là. Ensuite, on a vu que chaque fois qu'on a fait appel à Kimpembe, il était toujours là, tu sais, il était là avec sa capacité à casser les lignes, à être dur sur l'homme, etc. Vraiment, chaque fois qu'il faisait des rentrées, il était, euh, il était tranchant, agressif dans le bon sens du terme, etc. Et Thiago Silva égal à lui-même, que j'ai trouvé vraiment, à part la parenthèse Bayern, toujours impérial. Ensuite, Marquinhos, petit à petit, est revenu, il a rehaussé son niveau de jeu, et inversement, on a vu Kimpembe avoir le défaut de ses qualités, c'est-à-dire être un peu trop agressif, notamment à Rennes ou à Strasbourg, et a montré qu'il avait encore du chemin à parcourir pour s'installer vraiment comme un titulaire à part entière. Mais D'accord. voilà. Ok, bah, merci beaucoup. À titre perso, je préciserai juste que Marquis, pour moi, était la grande satisfaction de la charnière de ce début de saison. On va passer au milieu. Alors là, je sens qu'on va pas mal en parler. Basto, quelle est Les ta lecture? latéraux, on les fait pas du tout. Excusez-moi, je me suis un petit peu emballé. Donc, bah oui, il y a un sujet aussi, mine de rien, c'est les latéraux. Rouam, je t'en prie, commence.
Bah, les latéraux, pour moi, c'est vraiment, comment te dire, c'est le jour à la nuit entre le côté droit et le côté gauche. Hein. D'un côté, on a deux spécialistes que sont Daniel Alves et Meunier, pour qui vraiment, tu sais, on a ce tiraillement entre dire c'est l'un est indispensable, mais l'autre l'est tout autant, et tu sais, ça fait mal au cœur d'en laisser un sur le banc. Et de l'autre côté, tu as Berchiche, qui est généreux dans l'effort, mais qui est pas vraiment à l'aise techniquement, et Kurzawa, on en a beaucoup parlé. Basto. Moi, c'est ce que je note, la force du bien, le côté droit, Alves Meunier, avec deux joueurs qui déçoivent globalement peu, même s'ils ont fait quelques mauvais matchs, qui défendent intelligemment, qui combinent avec les milieux, qui proposent constamment, qui varient les choix et qui sont en plus décisifs offensivement. Et de l'autre côté, ce que je vais nommer la force du mal, avec un Kurzawa qui ne va même plus au duel, qui perd son talent offensif. C'est pas son triplé contre Anderlecht qui pour moi cachera sa misère sur ce niveau-là et qui chaque jour je trouve perd en plus de sa technique et de son assurance. Et à côté de ça on a un Yuri qui semble lui n'avoir jamais eu de technique, ce qui est encore plus embêtant peut-être, et qui si lui va au duel laisse souvent des espaces majeurs entre lui et son vis-à-vis, et donc on n'est pas beaucoup mieux sur le plan défensif avec Yuri. Alors du coup, la question qui me vient et que je vais vous poser à tous les deux, je te demanderai d'abord à toi, Rouham. Est-ce qu'on peut faire une deuxième partie de saison sans recruter à ce poste? Bah, malheureusement, je vais te répondre oui, parce que dans l'idéal, c'est clair qu'il faudrait avoir un nouvel arrière-gauche, mais on connaît les contraintes qui sont les nôtres avec le fair play financier, et de ce que Unai a déclaré jusqu'à maintenant, si recrue il devait avoir, ce serait plus au poste de numéro 6 de milieu défensif. Maintenant, on peut imaginer peut-être, je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais et encore c'est difficile parce qu'il y a un autre déséquilibre dans la charnière, mais faire passer Kimpembe peut-être arrière-gauche sur certains matchs, c'est imaginable. Mais est-ce qu'on va aller jusque-là? Je ne suis pas sûr. Je tiens juste à préciser par rapport à ça que quand Kimpembe était à gauche, il n'était pas satisfaisant, il a vraiment zéro repère, moi je trouve, sur ce côté. Il a été formé arrière gauche après, mais c'est vrai que quand il a pu jouer en pro, il a pas du tout été satisfaisant. Le problème c'est qu'on n'a que 3 décès, donc si tu l'installes en plus à gauche, on va avoir un problème. Et donc du coup, pour toi, est-ce qu'on peut faire abstraction de ça en deuxième partie de saison? Est-ce que ça va il n'y aura pas de recrue, donc l'idée c'est de voir qui pourrait jouer. Je me suis posé la question, un peu comme tout le monde, je pense, si Yuri, Kurzawa, qui on pourrait faire jouer? Alors est-ce qu'on peut faire jouer Alves, mais c'est se priver de son talent à droite? Est-ce qu'on peut faire jouer Meunier, qui est déjà en délicatesse avec sa cheville, donc si tu le mets sur son mauvais pied, je pense pas que ça arrange les choses. Et j'étais arrivé à un point où je me demandais si finalement une des moins mauvaises solutions, c'était pas de mettre Di Maria arrière gauche, qui est capable de faire les allers-retours, de déborder, de venir se recentrer pour combiner, de lui aussi varier son jeu, et son côté un peu poulet sans tête qui serait peut-être même moins énervant à ce poste-là, où on le voit moins que dans le cœur du jeu. Mais bon, ça reste une hypothèse qui est complètement farfelue et qui ne verra jamais le jour, donc je pense qu'on va malheureusement se coltiner Kurzawa ou Yuri toute la fin de saison, et puis on avisera l'été prochain. Donc, à titre perso, moi ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on a les deux joueurs, un peu moins ceci dit pour cet aspect avec Berchiche, mais notamment avec Kurzawa, qu'on a un joueur qui est obligé de compenser les manquements de Kurzawa et qu'on se retrouve à jouer avec littéralement un joueur de moins sur le terrain, quoi. L'autre souci, c'est la blessure récurrente de Meunier qui pose interrogation, sachant que on a vu que quand Alves devait enchaîner les matchs, ça pouvait devenir compliqué, donc on espère que sur ce point-là, Meunier reviendra mieux. On ne sait pas trop ce qui se passe là-dessus. Bon, bah, en tout cas, d'ailleurs, ouais, vas-y. On a fait, certains ont fait un procès à Emery de ne pas faire jouer assez Meunier, mais comme Bastos souligne à juste titre, il est en délicatesse avec sa cheville depuis pas mal de temps. Et c'est ce qui lui a valu, je pense, de ne pas jouer plus de matchs encore. C'est pas forcément une question de confiance du coach passe, c'est surtout, à mon avis, sa délicatesse avec la cheville. Il y a eu quand même aussi des échos qui ont été souvent rapportés de Alves qui voulait jouer tous les matchs, qui d'ailleurs a les meilleurs résultats aux entraînements, les meilleurs tests de performance. Et voilà, c'est les deux choses combinées. Mais en tout cas, la chose qu'on peut conclure, c'est que pour le côté droit, on est relativement rassuré. Pour le côté gauche, on est inquiet et il n'y a rien qu'on peut faire. Maintenant, on va attaquer avec le milieu. Et comme je disais, je pense que ça va causer. Ton avis, Basto, sur le milieu? Pour moi, c'est la ligne dans l'équipe où on a vu enfin le plus d'évolution collective. Je m'explique, depuis 5 ans, désespérément, personnellement, je voyais aucune amélioration, ni même essai de changement, avec un trio qui était toujours Matuidi ou Rabiot, qui accompagnait Verratti et Mota avec toujours les mêmes défauts dans les gros matchs, et défauts récurrents qui revenaient, et qui pour moi étaient expliqués par l'absence d'un profil plus haut, un profil on va dire 8-10 créateur,
qui pour moi est indispensable au bon équilibre aussi bien dans les transitions défense-attaque qu'attaque-défense. Là, avec la blessure de Mota, on a pu voir Draxler ou Pastore, voire même Lo Celso en fin de saison. Et pour moi, c'est la véritable satisfaction. Maintenant, quitte du retour de Mota, j'ai un peu peur de ce qui va se passer et des choix d'Unai en la matière. Et toi, Roham, qu'est-ce que tu peux dire sur le milieu succinctement avant qu'on développe? Ben, pour moi, contrairement aux autres lignes, il n'y a pas un milieu type pour moi dans mon esprit quand tu joues au football. Il y a un milieu qui s'adapte à l'adversaire. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup aimé les milieux avec Rabiot en sentinelle, accompagné de Verratti, Draxler, par exemple, ou parfois Verratti Pastore. Il y a un milieu d'ailleurs qui m'a marqué dans cette configuration, c'était à Angers, si je ne dis pas de bêtises. Là, tu avais la possession, la vision de jeu, etc. C'est très bien. Mais inversement, dans certains matchs, comme à Marseille, contre Lyon ou au Bayern, ce milieu que j'appelle moi joueur, il montre ses limites. Marseille, c'était pas Mota? C'était Mota, Marseille. Marseille, c'était Mota, Lyon oui. aussi d'ailleurs. Oui, c'est juste contre le Bayern, mais juste pour tempérer un tout petit peu, faut garder en mémoire que ce milieu n'avait pas joué depuis quelques matchs ensemble et que c'était le retour, quoi. Et puis on peut aussi dire qu'au match aller contre Munich, le milieu avec Mota avait été complètement bouffé, mais on avait réussi à passer outre ce défaut-là. Alors vas-y, Romain. Je développerai après. Non, mais je sais qu'à Marseille, on avait Mota, mais ce que je dis, c'est justement, pour moi, il y a certains matchs où tu as les milieux adverses. Bon, dans 3/4 des matchs de Ligue 1, tu sais, tu joues avec un milieu joueur, c'est-à-dire type Rabiot, Verratti, Pastore, ou même Rabiot, Draxler, Pastore, par exemple. Vu la capacité que tu as à contrôler la balle, les relances propres, etc., ça te suffit. Mais il y a certains matchs où il y a des milieux en face, ils ont et l'impact physique et la capacité de relancer proprement et de faire un bon pressing. Et dans ces matchs-là, je trouve que jouer dans cette configuration, c'est pas suffisant. Et moi, je l'ai bien vu, que ce soit à Marseille ou Mota, le poids de son âge se faisait ressentir. Contre le Bayern au Parc des Princes, on est acculé. Mais Mota, il a cette capacité à se pouvoir relancer proprement, on s'en est sorti comme ça. Mais par exemple, sur le match retour au Bayern, moi, c'était vraiment tout ce que je craignais, notamment en première mi-temps. On n'a pas vu le jour. Leur milieu, il nous a asphyxiés dans tous les sens. Mais comment dans ce cas-là t'expliques que, notamment à City, on joue avec bien plus d'offensifs que ça? Quand tu prends le Barça, il y a Iniesta maintenant qui est au milieu. Quand on prend, alors je sais pas les exemples, quand on prend le Real, tu as Kroos. Enfin, en gros, chez tous les cadors de Ligue des Champions, dans le milieu, tu as un joueur qui est très porté sur l'offensive et qui va très souvent apporter le surnombre au niveau de l'attaque. Voire deux. Alors, comment est-ce que tu dis qu'on pourrait s'en sortir en se privant de cette force-là? Parce que quelque part, quand tu prends Mota, si tu prends Mota, Verratti et Rabiot, tu vas te priver de ce milieu qui est vraiment capable d'apporter le surnombre au niveau de l'attaque, voire créer des gros décalages. Bien sûr, Verratti le fait, mais pas dans les mêmes proportions qu'un milieu purement offensif. Comment est-ce qu'on peut faire cette abstraction si tous les autres l'utilisent? Pour toi, Roam. Quand je disais en préambule que pour moi, il n'y a pas qu'un milieu. Moi, le milieu. Non, mais je te parle justement dans les grandes confrontations. Que justement, le Real, Barça, City, pour se citer que ces trois-là. Vous avez vu le milieu du Real et du Barça là, c'était quand? C'était dimanche. Il n'y avait pas Dembélé, Barcelone, c'est par défaut. Le Real a essayé de bétonner, ça n'a pas marché. Donc. Mais c'est rare, globalement ils ne le font pas. L'année dernière, le Real gagne la Ligue des Champions avec Kroos et Modric. Et encore une fois, même s'ils jouent plus défensivement, ils ont au milieu Iniesta. Oui, mais nous, mais attends, nous on a Verratti, on a Draxler et on a Rabiot. Oui, bien sûr. On a Draxler, mais si tu mets Rabiot, Verratti, Mota, on a plus ce profil qu'il peut avoir justement à Iniesta. En Ligue des Champions, tu es en train de dire, Roam, si je comprends bien, excuse-moi, c'est juste pour clarifier ton propos. En Ligue des Champions, tu es en train de dire qu'on va devoir assurer un petit peu plus parce que tu estimais que le milieu Verratti, Draxler, Rabiot était trop léger. Et donc, ce serait retirer Draxler pour mettre un joueur qui serait à vocation plus défensive. Maintenant, moi, ce que je suis en train de soulever comme objection par rapport au point que tu avances, c'est que justement, les cadors de Ligue des Champions, eux, ont un joueur qui est très offensif dans leur 3 du milieu. Donc, est-ce que pour toi, on peut faire cette abstraction? Mais tout à l'heure, ou toi ou Basto avait donné la réponse que je vais vous donner. Le problème, moi je te dis, en Ligue des Champions, dans les grosses confrontations, il ne se situe pas uniquement au milieu.
on a nos latéraux, surtout côté gauche, qui, franchement, dans le pressing et dans la couverture, etc., ils sont quasiment inexistants. Ça fait que quand tu joues avec, par exemple, Verratti à gauche, il est obligé de tout le temps compenser. Du coup, il sert à rien. Souvent, il est acculé lui-même parce qu'il doit faire l'essuie-glace. C'est plus Rabiot en l'occurrence. C'est plus Rabiot qui est à gauche Oui. qui se retrouve à avoir ce rôle. Oui, peu importe. Que ce soit Rabiot, etc. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Mettre un joueur offensif dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Parce que déjà, les deux autres qui sont là, qui sont censés faire le jeu avec lui, ils sont obligés de couvrir, etc., de faire le double pivot. Il y en a un qui couvre l'autre, etc. En plus, ils doivent couvrir leurs latéraux, surtout côté gauche. Du coup, c'est totalement désorganisé. C'est pour ça que moi, sur certains matchs, encore une fois, sur certains matchs, pas tous les matchs, en Ligue des Champions, par exemple, à l'extérieur, je mettrais un profil, ce que Mota faisait très bien, mais Mota, il a le poids de son âge, comme tu disais, qui récupère plus la balle, qui sache plus faire le sale boulot. Mais, par exemple, j'en sais rien, tu mets un Mota en plus jeune, tu mets un Rabiot à côté de lui et un Pastore, je signe tout de suite. Tu sors Verratti. Franchement, sur certains matchs, oui, je le sors. Alors, mais je vais me permettre d'enchaîner. Alors déjà, juste pour une précision, pour moi, Mota n'est pas forcément celui qui récupère beaucoup. Un Mota qui est en forme, c'est surtout celui qui se place bien et qui va compenser ce que Rabiot fait aussi très bien. Mais justement, je vais me retourner vers toi, Basto, pour te demander, mais justement, est-ce que si on arrive, ok, alors j'ai très bien entendu la faiblesse que tu es en train de mettre en avant, qui est la faiblesse du côté gauche, et du coup qu'un des milieux est obligé de compenser et que ça nous déséquilibre de cette manière-là. Mais d'un autre côté, moi, ce que je fais le constat, c'est que quand on arrive en 4-3-3 avec trois milieux plus à vocation défensive, on se retrouve à lancer les joueurs dans l'axe, on se retrouve à essayer de s'appuyer sur les côtés pour pouvoir créer des décalages. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les défenses savent défendre contre les pressions dans l'axe avec un pressing qui est constant et savent défendre avec les débordements sur les côtés en doublant systématiquement les côtés. Donc est-ce que pour toi Basto, si on a un milieu où on se prive d'un offensif, est-ce qu'on aura suffisamment de possibilités en Ligue des Champions pour pouvoir les exploiter? Pour moi, je finis juste justement en prenant l'exemple du Barça Real qui pour moi était un excellent exemple de ça, avec le Barça qui effectivement été acculé, mais parce qu'il avait un milieu qui était capable de se projeter, se retrouver à se projeter à 4 dans les situations où il le pouvait. En 4-4 de Barcelone. Pour moi, si tu veux jouer dans un milieu 3, le profil 10 est indispensable, et j'ai envie de dire surtout dans les gros matchs. Donc je vais être en total désaccord avec Rumpy sur ce point-là. Je m'explique. Pour moi, Rabiot et Verratti sont indispensables. C'est les deux milieux qu'on va aligner. Ce sont les deux qui permettent la meilleure couverture dans la largeur du terrain. C'est les deux qui permettent la tenue du bloc. On l'a vu quand un des deux était absent, c'était tout de suite plus compliqué. Donc maintenant, si on rajoute un profil défensif, on va dire à la Mota ou autre de ce style-là, on va avoir un 6 qui va avoir tendance à s'intercaler entre les deux décès. Du coup, Marco, qui s'est vachement amélioré dans la progression de l'accompagnement des attaques, qui se projette de mieux en mieux, ce qui permet une meilleure tenue haute du bloc, lui va devoir aussi aider Mota ou autre à la conduction basse, donc lui aussi redescendre. Du coup, Rabiot va se retrouver un peu isolé des deux. On a souvent une relation particulière entre Mota et Marco, et on sait que Rabiot, quand il se retrouve isolé et qu'il est sous pression, il fait des erreurs à la relance, donc on va subir plus. Alors qu'avec un profil 10, justement, on peut avoir une tenue plus haute du bloc, le joueur qui se place entre les lignes, qui gêne considérablement l'adversaire, et donc de mieux relancer notre jeu, tout simplement, et d'être moins sous pression, et donc de moins voir aussi nos défauts des latéraux. Mais alors pour aller dans ton sens, Juan, est-ce que tu penses pas que justement, par rapport à ce que disait Basto, donc se priver d'un 10 pour lui est très dommageable, est-ce que si on a une base plus solide, est-ce que Verratti pourrait plus se projeter comme il a commencé à le faire, et est-ce qu'on pourrait trouver la solution par ce biais-là? Qu'est-ce que tu en penses, Juan? Mais si je dis pas de bêtises, quelqu'un comme Verratti, quelqu'un comme Rabiot, je crois que c'est ceux qui demandent le plus un 6, si je dis pas de bêtises. Ils le créent à qui veut l'entendre dans la presse. À moins que je vote. Non? Oui, alors si tu veux, on peut parler de ça. Expliquez-moi comment. Parce que là, enfin, Bastien me dit, et je l'écoute, hein, j'entends ses arguments, il nous dit clairement que ce serait vraiment contre-productif pour Rabiot et pour Verratti d'avoir un 6 au PSG. Mais de l'autre côté, moi, dans la presse, je lis Verratti et Rabiot, il militent pour avoir un 6. Si je peux me permettre, Juan, t'as pas entendu ma question. Ma question était... Je te réponds à ta question par une autre, à une oui, réflexion que je vous demande.
d'avoir. Moi, je vois ça. Maintenant, vous partez du principe, tous les deux, parce que vous avez apparemment la même opinion, que quand moi je dis il faut un petit peu... T'as vraiment pas entendu ma question, Rouham. Non, Seb, il me T'as demande une vraiment question pas, ouverte, il a justement, pas donné d'avis. j'étais une question, Bah, vas-y, j'étais dans redis-moi une ta question question. ouverte et qui allait dans ton sens. Est-ce que si on est dans un milieu à 3 où justement on remplace le 10 par un 6 qui pour Basto était problématique en Ligue des Champions, est-ce que ça libérerait pas plus Verratti de ses tâches défensives et est-ce que Verratti pour toi serait capable d'assumer justement cette dimension 10 qui est un petit peu nécessaire dans les milieux aujourd'hui? C'était ça ma question. Bah, pour te répondre, c'est ce que j'allais arriver, mais déjà pour moi, mettre un profil plus défensif, c'est pas nécessairement au détriment d'un 10, première chose. Deuxièmement, maintenant, Verratti, pour se projeter en avant, certes, il s'est amélioré, mais moi, je m'en rappelle encore en début d'année dernière quand Unai il essayait de faire jouer un peu plus haut Verratti, on le voyait, il était perdu sur le terrain. Et même quelquefois avec l'Italie, j'ai l'impression qu'il a essayé de jouer numéro 10, mais c'est pas là où il brillait. C'est pas comparable, hein, le Verratti en Italie et Verratti au PSG, c'est pas comparable, c'est pas le même jeu, ça n'a rien à voir. Non, mais je te dis pas que c'est comparable, mais je te dis sur certains matchs, il a eu l'occasion de jouer un peu plus haut. Mais pour moi, ça n'a pas été très convaincant. Si je peux réagir. Vas-y, je t'en prie. Pour moi, c'est évident que c'est contre-productif pour Marco, puisque Rabiot n'est pas un joueur qui est à l'aise dans la conduction du jeu. C'est pas son point fort, c'est plus la percussion, récupération, et combinaison parfois, c'est vrai, avec Neymar, il sait se projeter, il sait frapper de loin, mais c'est pas la conduction, on va dire, mi-haute du jeu. Donc s'il y a personne et pas si indice pour créer le jeu et créer le lien milieu-attaque, Marco il va se retrouver seul, il va être obligé de redescendre pour faire le jeu bas. Ça me paraît évident vu les profils de joueurs qu'on a. Et pour répondre à Rouampi qui parlait des deux joueurs qui dans les médias réclamaient un 6, ouais, mais c'est parce qu'on a beaucoup de joueurs qui veulent pas sortir de leur zone de confort. On sait que c'est un mal qui justement est propre au PSG et il faut s'en séparer de tout ça. Peu importe le caprice des joueurs. Est-ce que pour vous, le rôle de 6 n'est pas un rôle de football à l'ancienne et aujourd'hui ça se règle plus par des permutations ou est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un 6 tel qu'on le conçoit? Qu'est-ce que tu en penses, Juan? Bah, c'est clair que le rôle de 6 a évolué. Pour moi, le plus bel exemple de 6 moderne, enfin, c'est toujours vrai aujourd'hui, mais ça l'était plus les quelques années auparavant, c'était Busquets. Parce que le mec, et il est physique, et tu sais, il a le vice dans le jeu, mais il sait jouer juste aussi, il sait distribuer, etc. Pour moi, c'est le 6 parfait. Si vraiment, aujourd'hui, dans le style de jeu que Paris vous propose, on voulait chercher un remplaçant naturel à Mota, pour moi, ça serait Busquets, tu vois, dans le style de jeu. Euh, Maintenant, c'est clair que les 6 à l'ancienne, comme les Gattuso, etc., aujourd'hui, ils ont plus leur place quasiment dans le football moderne. Mais dans ma question, au fond, c'est est-ce que Mota, est-ce que Busquets n'est pas un 6 à l'ancienne? Parce que là, tu parles des 6, tu parles presque des grands-parents. Moi, je suis en train de te demander si le 6 moderne n'est pas un 6 qui de temps en temps doit être 8, de temps en temps doit être 10, et que c'est aux autres milieux qui doivent compenser. Est-ce qu'on commence pas à rentrer dans cette ère du football? Est-ce que justement, il n'y a pas un gros changement au niveau du milieu qui est en train de se jouer, qui a été initié par Guardiola? Bah, après, encore une fois, ça dépend du jeu que tu veux donner à ton équipe. Tu sais, il y a des équipes, certaines qui viennent, par exemple, au Parc des Princes, qui défendent en 5-4-1, etc. On ne demande pas à leur 6 d'être numéro 10, d'être ailier, etc. On parle plus lors de grosses confrontations. On parle plus sur des grosses confrontations, des confrontations entre cadres européens. Sur des grosses confrontations, c'est sûr que ton 6 il doit un peu sortir de son confort et aller un peu se projeter, etc. Tu vois, mais quand même, il faut qu'il sache défendre, récupérer des balles, ratisser. C'est obligatoire toujours. On peut pas l'inventer ça. Le foot, pour moi, comme je le dis toujours, c'est pas seulement ouais, des artistes, etc. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse quand même, à un moment donné, le sale boulot, qui essaie de gratter la balle, qui essaie de presser. Ça change pas, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi, Vincent? Pour moi, ça dépend du matos que tu as. Par exemple, le Real avec Casemiro a, on va dire, un 6 un peu à l'ancienne, qui n'est pas non plus un 6 moderne. Il est technique, mais sans plus, et il se permet de récupérer. Mais devant lui, il a Kroos et Modric qui sont des 8-10. Kroos est même un ancien 10. City joue aussi avec Fernandinho, qui est, on va dire, un 6 assez classique. Mais devant, il y a De Bruyne et David Silva, qui sont deux vrais 10. Nous, c'est quoi notre matos? On a Rabiot et Marco, en gros. Rabiot et Marco sont plus des 6-8. Donc tu peux pas jouer avec un 6 à l'ancienne. Et là, tu es obligé de trouver un 6
moderne, évolutif, comme il y en a de plus en plus. Donc, qui ça peut être? Après, dans notre équipe, il n'y a que Rabiot actuellement qui peut jouer à ce poste en permutant, comme tu dis, dans le football moderne. Les 6 sont des joueurs assez libres du moment que les autres compensent derrière. Et je vois personne d'autre capable de le faire avec le matos qu'on a. En fait, je vois même pas d'autres solutions possibles. Roam. Bah, pour moi, clairement, à la base, Verratti, bon après, c'est ma vision personnelle, mais pour moi, Verratti, on l'a un peu à ses débuts comparé à Pirlo, celui qui jouait devant la défense, etc., qui distribuait, mais très vite, on a vu que ce rôle il a été dévolé à Mota. Pour moi, Verratti, c'est un 8 aujourd'hui, plus qu'un 6. Rabiot, naturellement, c'est plus un 8 qu'un 6 aussi pour moi. Si je Pour moi, si je peux me permettre, il y a eu quelque chose d'assez notable, c'est quand on regardait les hitmaps du fameux milieu à l'époque où il cartonnait Rabiot, Verratti, Draxler, la position Verratti était plus souvent plus bas que Rabiot. C'est en position moyenne, ça n'empêchait pas d'être aussi plus haut. non, mais là, tu Mais choisis un match non, où non, tu non, je te as parle sur la Rabiot, Verratti, Draxler. je te parle Je sur te la parle d'une configuration. je te parle de la Euh, position moyenne. Je te parle de la position moyenne quand ce milieu a été aligné pendant 6 matchs. D'une manière générale, Verratti, au niveau de la hitmap, descend plus bas que Rabiot. Voilà, mais c'est juste ça. C'est juste ça. oui, C'est juste mais cette observation. pour te répondre, pour moi, le milieu à 3 quand c'est Rabiot, Verratti, Draxler, et le milieu à 3 quand c'est Rabiot, Verratti, Mota, il n'est pas pareil. Pour moi, quand c'est Rabiot, Verratti, Mota, c'est un triangle avec point de basse. Et quand c'est Rabiot, Verratti, Draxler, c'est limite un double pivot et Draxler qui joue 10. Là, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait ça. Si tu regardes la position moyenne, oui, mais c'est plus quand on a un des deux qui monte entre Rabiot et Verratti, l'autre qui compense. Oui, Et qui on défend compense. quand même à Bah 3. voilà. On voyait même des fois Draxler qui était en position de 6 Mais avec les deux qui pour étaient moi, là. Rabiot et Marco font à eux deux tout à fait le rôle d'un 6. Hein. C'est quand même les deux milieux qui récupèrent le plus de ballons, même quand on joue avec Mota. Ce sont des joueurs qui couvrent énormément de terrain et qui ont l'habitude aussi de bien se placer, de pouvoir couvrir en zone. Donc, je vois pas le problème de l'association des deux. Je vois vraiment pas le Mais problème, contrairement moi, je te à Dan. dis, Bah, Ce te sera dis notre pas c'est on un désaccord. commence, problème. Roam, On va tourner en rond on là. commence à tourner en rond. Tant pis, c'est bon, on n'est pas obligé d'être d'accord, J'ai on n'est pas pas obligé de entendu. se, J'ai pas. on commence à tourner un petit peu en rond sur le sujet. On n'est pas obligé d'être d'accord, c'est pas grave. On va passer sur la suite et on va parler de la dimension offensive de l'attaque. Je vous rappelle que les trois réunis, c'est 38 buts en 19 matchs et 18 passes décisives. Alors, je prends que les chiffres de la Ligue 1. Quel est pour toi, Rouam, les manquements qu'ils ont pu avoir en dépit de ces chiffres? Qu'est-ce qu'ils peuvent Mais faire mieux? manquement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Bah, franchement, pour te dire, moi, j'ai eu l'impression, notre fameuse MCN comme ils l'appellent, au début, tu avais l'impression que c'est Neymar qui a commencé à porter le truc, tu vois, il portait un peu ses coéquipiers. Ensuite, tu as eu la période Cavani qui a brillé, tu vois, qui a tout explosé. Et enfin, c'est devenu la période Mbappé. Tu avais l'impression qu'ils brillaient chacun à leur tour. Mais là, depuis 3 4 matchs, on a l'impression que le collectif est revenu au centre et tous commencent à briller en même temps. Et qui se cherchent, etc. Moi, je me disais que voilà, il fallait qu'ils améliorent un peu leur jeu, leur entente collective. Mais ce qui, au début de saison, n'était pas forcément évident. Voilà, on a amplifié le truc aussi avec les histoires de pénalty, etc. Mais de plus en plus, au fil que la saison se déroule, t'as l'impression que les trois, ils prennent du plaisir à jouer ensemble et ils essaient de se faire marquer. Limite même un peu trop. On a vu Mbappé parfois, notamment sur le match de Caen, il aurait pu marquer plus de buts, mais il essayait de faire briller Cavani, il essayait de faire la passe à Neymar. Même si, bon, il y avait l'histoire du record de Cavani pour rattraper Ibra, qui faisait en sorte qu'il voulait peut-être le faire marquer plus qu'à l'habitude. Mais tu sens qu'il y a une réelle connexion entre les joueurs, qui n'était Ok. pas forcément évidente au début. Ok. Toi, Basto, qu'est-ce que pour toi ce trident aurait pu faire mieux? Ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire mieux? C'est un problème de manque d'automatisme. De toute façon, Cavani l'a redit dernièrement, le trio ne se connaît pas encore parfaitement, même s'ils apprennent à se connaître de mieux en mieux, notamment dans leurs déplacements les uns avec les autres. Au début, on voyait Mbappé et Cavani faire les mêmes appels, par exemple. On a aussi vu Cavani au départ isolé du jeu avec le Brésilien et Mbappé qui se cherchaient beaucoup en laissant Cavani un peu seul. Et il y a une autre chose où je trouve qu'ils peuvent peut-être faire un peu mieux côté Mbappé et Neymar, c'est cette tendance parfois à vouloir trop en faire individuellement, chercher trop l'exploit individuel, à trop se faire briller, même si c'est de moins en moins le cas aussi et qui font de plus en plus le geste juste.
D'accord, je tiens à dire juste que Mbappé a fait exactement la même déclaration concernant le manque d'automatisme. Ok, alors maintenant on va parler d'un sujet qui est un peu plus gênant concernant ce trident, c'est la participation défensive. Euh, Est-il normal pour vous de la part de l'apport offensif ou de la part de la jeunesse de Mbappé qu'on ait peu de mouvements défensifs de la part des deux feux follets? Comment Emery peut y pallier? Et est-ce que vous me trouvez trop dur dans la question? Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Moi, je te trouve pas trop dur. On a vu notamment dans les deux matchs contre Munich, même si c'est différemment, enfin si c'est différent, puisque autant à l'aller c'est un problème d'effort vraiment, et au retour c'est plus un problème de désorganisation structurelle qui font qu'il y a eu des problèmes de ce côté-là. Mais je pense que déjà je dissocie Neymar et Mbappé. Je trouve que Neymar fait plus d'efforts dans le repli que Mbappé peut le faire. Mais ça me fait pas particulièrement peur. Je pense que Unai, s'il est écouté et suivi par son groupe, il n'y aura pas de souci. Que le système défensif en 4-4-2 qu'on a pu voir notamment à Munich sera retesté face à Madrid et que c'est juste une question d'habitude dans ce système défensif-là à avoir plus qu'un réel problème de personnalité ou de non-effort. Et toi, Rouam, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis globalement d'accord avec Basto, surtout quand il dit que Mbappé fait moins d'efforts que Neymar. Le problème, c'est que Neymar, quand il arrive des jours sans, comme par exemple le match retour au Bayern, lui, derrière lui, il a Kurzawa. Tu vois, ça se ressent directement. On en revient encore au même point. Alors que Mbappé, lui, globalement, j'ai bien observé ses matchs, et c'est celui qui défend le moins des trois attaquants. Mais derrière lui, il a Alves la plupart du temps, ou, comment dirais-je, Meunier, qui couvre un peu mieux que Kurzawa, tu vois, pour parler juste des latéraux défensifs. Maintenant, il faut absolument il n'y a pas de choix, hein. Bon, le passage en 4-4-2, comme dit Basto, sur certains matchs pour défendre, ça peut être la solution. Ou alors, il faut clairement que Mbappé fasse un peu plus d'efforts. Et ça, c'est Unai qui va lui demander, hein. Tu Ah, veux, Il y a pas... tu veux rebondir, ouais, juste Basso? à dire que c'est que le deux matchs contre Munich, Mbappé revient en seconde mi-temps en faisant beaucoup plus d'efforts sous demande d'Una et donc il écoute et il est capable de le faire. Donc j'ai vraiment pas peur là-dessus. À titre perso, je l'ai vu faire plus de courses défensives, mais pas forcément faire le geste défensif derrière en fin de saison, mais ça veut dire qu'il y a un progrès par rapport au début de la saison sur le sujet. Maintenant, j'aimerais rebondir, alors c'est un petit peu hors du cadre, mais c'est Ancelotti qui disait que le meilleur système défensif c'était le 4-4-2. Mais est-ce que quand il dit ça, il sous-entend pas que les deux de devant fassent un très gros pressing? Je Basto. t'entends très mal. Ah, est-ce que je rebondissais sur la notion de 4-4-2 défensif, indépendamment de la configuration que tu as balle au pied, et que Ancelotti disait que le meilleur système défensif, c'était le 4-4-2. Mais la question qui suivait, c'est est-ce que pour que le système défensif puisse tenir, ça ne sous-entend pas que les deux fassent le pressing devant? Je pense pas, parce qu'il le disait notamment quand Ibra était dans l'équipe. Ibra n'est pas le premier à aller au pressing. On a Cavani qui, lui, de toute façon, le fait pour deux. Et Neymar n'est pas non plus avare d'efforts dans le premier pressing, ou du moins. Un pressing tout terrain avec Cavani, un pressing un peu moindre, mais sur le premier relanceur. Pour Neymar, ça suffit. Le 4-4-2, c'est surtout que c'est le meilleur système défensif parce que c'est celui qui permet la meilleure répartition sur la largeur et donc sur l'axe et sur les ailes. C'est juste une question de positionnement et que tout le monde respecte ce positionnement. Par contre, ce qui n'était pas le cas à Munich où Neymar avait tendance à revenir sur l'aile gauche qui déséquilibrait tout. Es-tu d'accord, Wam? Oui, je suis globalement d'accord. De toute manière, pour moi, que ce soit un 4-4-2 ou 4-3-3, après, voilà, c'est un positionnement à un instant T. Comme on a vu à Munich, on a commencé en 4-3-3, mais au fil du match, parfois on passe en 4-4-2, notamment dans les phases défensives, tu vois. Ok. Encore une fois, c'est l'apport du, comment dire, l'apport du bloc équipe, la façon qu'ils ont de s'organiser qui fait que tu défends plus ou moins bien, plus que le système en lui-même. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup à vous deux. Maintenant, on va parler du coach et de l'encadrement. Emery, est-ce que pour vous, les choix qu'Emery a fait cette saison ont été dictés par les circonstances ou par les intentions? Lesquels et pourquoi, s'il vous plaît? Rohan, tu commences. Pour moi, franchement, beaucoup. Dire que le passage au milieu à 3 dont on débattait tout à l'heure, notamment avec Draxler qui s'est incorporé dans le milieu, Rabiot et Verratti, c'était plus qu'il a été obligé de par la blessure de Mota, tu vois. Mais pour moi, je pense que c'était quelque chose qu'il avait déjà prévu de faire dans la saison, notamment sur certains matchs de Ligue 1, premièrement.
Deuxièmement, je pense pas que c'est un coach qui, lui, euh, enfin, comment dirais-je, subit, euh, subit les événements. Je pense que quand il a une idée, il l'applique, peu importe les choses. Après, il y a une nuance à importer. Il y a certains choix, peut-être, où il est obligé de s'accommoder des uns et des autres pour faire son équipe. Mais globalement, moi, je trouve que lui, il a vraiment appliqué son idée à son équipe. Dans son incorporation de certains joueurs, il a été fidèle à lui-même. Il n'a pas tergiversé, il n'a pas voulu faire plaisir à la masse en incorporant plus vite un joueur qu'un autre, etc. Ok, Roam. Moi, franchement, je suis Merci. très... Voilà. On va enchaîner avec toi, Basto. Moi, je trouve que c'est compliqué de répondre à ce genre de questions puisque ça reste forcément l'interprétation qui est subjective. Après, j'ai l'impression qu'Emery est plus un coach qui teste pas mal de choses, ne serait-ce qu'en cours de match, et qui a besoin qu'on lui montre qu'une idée peut être bonne. Et donc il a du mal à changer son équipe de base, et après il est obligé par les circonstances de le faire, et si ça marche, par contre, il peut insister là-dessus. Voilà, il y a un exemple de choix forcé qui est Draxler, et un exemple qui est plus de circonstances qui est Lo Celso. Ok, d'accord, messieurs. Bon, bah, on va enchaîner avec la question d'après, parce que vous avez pas tout à fait respecté le truc. Ah bah tu demandes des exemples, je les ai pas développés. Donc, du coup, Emery, pour vous, c'est un adepte du déséquilibre en renforçant la ligne devant par un milieu, ou c'est juste un pur pragmatique? Tu commences, Basto. Je pense qu'Unai, il aime le déséquilibre structuré, c'est-à-dire que chacun peut prendre sa liberté du moment qu'il est couvert par les autres. Je pense qu'il n'a pas du tout aimé, par exemple, le 7+3 à Marseille, ça n'a pas du tout lui plaire. Et on voit un peu l'idée d'Unai avec les latéraux à qui demande un jeu très offensif et à qui il laisse une totale liberté. Je pense que c'est à peu près pareil pour toute l'équipe. Quelle lecture tu as de cette problématique-là, Roam? Bah, moi, je pense un peu pareil que Basto. Rien que voir que la grande spécialité d'Unai du temps de Séville, c'était ses latéraux qui étaient carrément ses premiers attaquants. Ça montre que c'est pas quelqu'un qui est rigide dans ses idées et dans l'articulation de son équipe. Maintenant, au PSG, ça a un peu changé, mais encore une fois, je suis pas sûr, juste pour rebondir sur une petite remarque de Basto tout à l'heure, que Draxler, ça soit un choix, on va dire, par défaut, parce que Mota s'est blessé. Mais ça, c'est un autre débat. Mais pour répondre à ta question, moi, je pense que Unai, il a pas de problème et que de ce point de vue-là, avec lui, son idée, c'est vraiment le déséquilibre, mais bien sûr, toujours en compensation les uns des autres. Mais Voilà. justement, tu viens de soulever un point qui est intéressant, qu'il y avait le Unai avant et le Unai à Paris. Effectivement, à Paris, il a eu peut-être un petit peu plus de pression de la part de ses dirigeants. Est-ce que, du coup, Rouam, tu penses pas qu'à Paris, il est devenu plus pragmatique, c'est-à-dire moins chercher à transformer l'équipe, ou est-ce qu'il garde grosso merdo le même comportement en s'adaptant juste un tout petit peu, ou est-ce qu'il a fait une vraie révolution dans sa manière de manager, à tes yeux? C'est difficile encore une fois de répondre à ça parce que voilà, il y a plusieurs interprétations et chacun son interprétation. Pour moi, Unai, c'est quelqu'un qui est fidèle à ses principes, tu vois. Par exemple, si lui, avant, il mettait vraiment un point d'honneur à ce que ses latéraux ils montent, etc., s'il il a, entre guillemets, un peu arrêté de le faire, c'est pour plus coller au profil de jeu de son équipe plutôt que de se dire de revenir sur ses principes à lui, tu vois. C'est quelqu'un qui s'adapte. Je pense que quand on dit de lui que c'est quelqu'un de rigide, etc., c'est faux. Il s'adapte continuellement à son équipe. Moi, c'est la lecture que j'en ai. Maintenant, vu les joueurs qu'il a, les égos qu'il a, indubitablement, il a amené à faire certains choix et à un peu faire plus du social que vraiment de vraiment imposer ses choix, tu vois. Tu penses C'est aussi, la vision que j'en ai. Basto, tu penses aussi que le passage à Paris l'a un petit peu forcé dans ses adaptations, ou toi tu ne vois pas de Non, différence? ça a toujours été un coach pragmatique à Séville. Par exemple, il arrive, il veut un jeu offensif, ça marche pas, il passe en double pivot et un équilibre, il change de jeu. Donc ça a toujours été un coach qui s'adapte vraiment aux joueurs qu'il a, au contexte qu'il a. Mais par contre, qui a des principes qu'il essaye de faire appliquer à chaque équipe. Ok, d'accord. Bah, merci, messieurs. Maintenant, on va parler de Antero Henrique, donc, qui a fait une interview dans le Parisien du 18 décembre.
18 décembre, l'anniversaire de Basto et de moi-même, donc c'est un homme de goût à n'en pas douter. Et j'avoue avoir été surpris parce qu'il a quand même une réputation une légendaire discrétion. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview? Tu commences, Juan. Bah, franchement, quand il est arrivé en terreau, on disait un peu partout que c'était quelqu'un qui parlait quasiment jamais aux médias. 6 mois après, on a vu que c'était assez vrai. On a toujours pas entendu le son de sa voix. On a eu la chance d'avoir cette interview là, la première en 6 mois, si je dis pas de bêtises. Et là, clairement, moi, j'ai été surpris, agréablement surpris, parce que le mec, il a vraiment dit toutes les choses. Il a mis un tacle au Barça, il a mis un tacle à Tebas, il a mis un tacle au Real. Il a taclé, et sans faire de langue de bois, il a vraiment, t'avais l'impression vraiment, il défendait le PSG, il était conscient des problématiques, c'est qu'il était vraiment là pour s'inscrire dans la durée, pour s'inscrire dans le temps. Et moi, il y a un petit truc qui m'avait fait un peu sourire, c'est de savoir que dans son bureau, il y avait au moment de l'interview, le journaliste, il a vu un portrait de Rai et Ginola, tu vois. Ça montre que le gars, il s'est imprégné de l'histoire du PSG, tu vois. Et que tu sentais que vraiment, il était investi dans une mission et qu'il disait tout. Il a aussi pointé le doigt, par exemple, sur Aiteki. Moi, ça m'a fait sourire. Parce que c'était une manière indirecte de dire, écoutez bien, l'UEFA, moi, je suis conscient de ce qui s'est passé, que c'était peut-être pas normal. Il a pointé le doigt dessus. Il n'a pas fait la personne, oui, on va pas parler d'arbitrage, etc. Succinctement et de manière très politique, il a fait passer pas mal de messages lors de cette interview. J'ai beaucoup aimé. Basto, quelle lecture en as-tu, toi? J'ai une lecture totalement opposée à celle de Wampi. Bon, déjà, Antero est un homme de parole. Il avait promis une interview justement à la trêve cet été. Il avait dit que c'était pas le moment de parler. Il l'a fait. Je trouve que l'interview était importante à faire, mais que pour moi, dans le fond est totalement inutile et vide. On n'apprend rien de ses intentions. J'ai noté des Nasser est fabuleux. Louis, c'est un exemple. Maxwell deviendra un top dirigeant. Cavani est le meilleur avançant du monde. Rabiot est un joueur top top. Unai fait partie des meilleurs. Mota est le meilleur à son poste. Pour moi, c'est que du oui, on est les meilleurs, on est les plus beaux, mais du coup, on ne sait rien de ce qu'ils pensent réellement, ce qui est logique en même temps. Mais moi, quand je lis l'interview, je n'apprends strictement rien du tout. Bon, Oula, Vas-y, je pense vas-y, que Juan. ouais, on n'a vraiment pas la même lecture. C'est clair. Non, non, pas de... On n'a vraiment pas la même lecture du truc. C'est évident. Alors moi j'ai envie de rebondir sur une petite phrase. C'est une question, combien de joueurs du PSG doit-il vendre avant le 30 juin? Nous savons ce que nous devons faire, mais jamais je ne parlerai de transfert avant l'ouverture du mercato. Ce que je peux vous dire, c'est que le PSG a dans son effectif des joueurs qui font partie des meilleurs du monde à leur poste, donc le marché va venir vers nous. Je trouve que cette phrase fait particulièrement écho quand on se souvient que Paris est un club qui a une réputation méritée de sous-vendre ses joueurs, d'avoir des problématiques de vente. Et j'ai l'impression, moi, que, tu vois, par rapport à ce que tu disais, il envoie quand même des messages dans l'inconscient pour justement essayer de changer la donne à ce niveau-là. Vraiment, t'as C'est vu des que choses basiques. Enfin, on est habitué à Le Temps, donc on a ça, mais on est très loin de ce que pouvait faire Leonardo, je trouve, dans les propos. il y a des propos subtils quand même, il y a des messages qui sont passés, je trouve. Mais bien sûr, il y en a Tant mieux beaucoup, s'il il y en pense. a énormément. De dire que c'est vide de sens, mais tu crois quoi? Qu'il allait dire oui, Di Maria est à vendre, Lucas est à vendre, vous pouvez venir. Non, non, mais t'as des manières de parler sans en dire trop, mais en laissant entendre des choses. Et Non. j'ai rien vu que de la. Oui, on est les plus beaux, tout le monde est gentil. Bon, on réussira pas à vous départager là-dessus et on va parler de Nasser et je sais pas si on réussira à vous départager là-dessus non plus. On était nombreux à être inquiets lorsqu'il était à la fois président, directeur sportif, responsable de la com et j'en passe. Il semble avoir pris un peu de recul avec notamment l'arrivée d'Antero Henrique. Pour vous, la distance qu'il a trouvée est la bonne ou peut-il faire encore mieux? Pasto. C'est mieux pour quelle raison? Parce qu'il prend moins de décisions sportives, tout simplement. Après, pour le reste, je le trouve pas foncièrement meilleur. Je pense notamment à sa communication après la défaite à Munich, qui pour moi est désastreuse en tant que président, et dire il a dit qu'on n'était pas venu à Munich pour en prendre trois, que c'était pas le bon moment pour parler de l'avenir du coach, etc. Enfin, il a pas défendu le club comme un président doit le faire après ce match. À la limite, si Enrique avait parlé comme ça, pourquoi pas, mais pas Nasser, pas Nasser. Donc je le trouve pas meilleur en communication, et j'ai toujours des doutes aussi dans sa connivence avec certains cadres, et la liberté que du coup Nine n'a peut-être pas, et qui est peut-être le cul entre deux chaises pour pouvoir imposer sa méthode s'il n'est pas suivi par des cadres surprotégés par un président. Est-ce que pour toi, Rouam, la distance qu'il a trouvée est la bonne ou il peut mieux faire
avec l'arrivée d'Antero, bien sûr. Bah, ça ne pouvait être que mieux parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était n'importe quoi la relation que Nasser avait avec certains joueurs, que les fonctions que Nasser s'octroyait dans le domaine sportif, je comprenais vraiment pas. Là, automatiquement, avec l'arrivée d'Antero, ça va un peu mieux. Même si on ne sait pas encore si c'est pas finalement Nasser qui dirige tout. Moi aussi, j'ai pas trop apprécié sa déclaration au micro de Bein, il me semble, juste après la défaite, on n'est pas venu pour ceci, pour cela. Je pense qu'il y avait d'autres choses à dire ou tout simplement ne pas parler, envoyer le directeur sportif au front, ou que c'est un peu son rôle. Je pense que voilà, mais bon, il a eu certains problèmes aussi extra-sportifs, on va dire. Globalement, il a été moins, on va dire, loquace que ces dernières années, c'était pas plus mal. Est-ce que pour vous, est-ce que pour vous, il est trop président, trop supporter et pas assez président? Basto? Pour moi, oui. D'ailleurs, Enrique le dit dans l'interview, que Nasser est un grand supporter de Paris. Et j'ai cette impression-là qu'il est trop supporter et pas Mais encore trop d'affect pour toi. Et ça rejoint un peu ce que disait Carlo à son départ à Munich quand il dit que quand les dirigeants ne protègent pas leur entraîneur et qu'ils sont trop proches des joueurs, c'est que c'est mort pour l'entraîneur. Tu peux plus rien faire derrière. Même lecture, Wam? Ouais, globalement. Ok, d'accord. Ok. Donc on va attaquer la rumeur Diarra. Et je vois Basto qui est à côté de moi qui est en train de se frotter les mains. Le 24 décembre dernier, par un tweet, le club de foot qatari Al Jazeera annonce, je cite, officiel, Al Jazeera Club met fin au contrat avec le milieu de terrain français Lassana Diarra d'un accord mutuel. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Je te laisse commencer, Roam. Bah moi, si tu m'as écouté quand on parlait du milieu, je peux te dire quoi? Moi, c'est pas tant pour le profil que je te dis que ça peut être pas mal. Enfin, tant pour quand je te dis le profil, le nom que ça peut être pas mal, mais surtout pour le profil que je trouve que ça peut être quelque chose de bien. Moi, je trouve que Lassana Diarra, c'est quelqu'un, bon, il a eu une carrière qui est ce qu'elle est, etc. Il n'a pas toujours fait les bons choix, c'est loin s'en faut. Mais moi, je pense sur certains matchs, sur certaines configurations de matchs, de par son profil et de par l'âge de Mota, il peut se servir. Je le vois pas comme un titulaire à part entière, je le vois comme un joueur qui, sur certains matchs, peut beaucoup apporter, notamment dans ce que je développais par rapport à notre milieu. Maintenant, c'est sûr que tu peux toujours trouver mieux, mais il faut pas oublier qu'on n'est pas sur FIFA, on n'est pas dans Football Manager, on est sous les contraintes du fair play financier. Et si on a l'opportunité de faire un contrat courte durée à un joueur pour deux contrats, moi je dis pourquoi pas. Ok, Basto, qu'en penses-tu? Déjà, si on parle du joueur, il y a un peu des doutes. Il a joué 16 matchs depuis un an, il en a joué 5 depuis avril, et il en a joué seulement 98 en 5 ans. On sait que Roy aime bien troller Ravière parce qu'il joue peu et que du coup, il est un peu pour son départ pour ça, mais Ravière, c'est 67 matchs en 2 ans et demi, donc un ratio qui est plus élevé que celui de Las. Ensuite, c'est un mercenaire absolu, Lassana Diarra. Il a construit toute sa carrière sur le blé. Il a fait ça tout de suite, des choix hallucinants pour Smous, la Russie, bon bref, j'en passe plus. Donc est-ce qu'on risque pas de se retrouver bloqué comme Atem Ben Arfa avec un poids qui serait plus utile pour l'équipe et qui voudrait pas partir et rompre son contrat? Ça j'en sais rien, on verra bien. Mais c'est surtout le profil qui Il reste la possibilité de le faire signer que pour 6 mois. J'y crois pas. Okay. Il n'aurait pas rompu son contrat, j'y crois pas. On verra bien. Il faut déjà qu'il signe. Mais ensuite, c'est le choix du profil qui me dérange. C'est clairement un signe qu'on veut jouer avec une sentinelle point de basse. Donc, c'est-à-dire, on enlève Draxler et ce profil 10 que je parlais tout à l'heure, et on veut jouer avec soit Mota, soit là, ses retours avec un 4-3-3 bas qui, comme je l'ai expliqué, ne me convient pas du tout. Cet été, j'étais pour un 6, je le cache pas, je le disais, mais j'étais déjà contre les profils Fabinho ou Danilo Pereira, qui sont dans le profil là. J'étais pour un 6 à la série, on va dire plus. Donc, qui est un 6 moderne et non pas un 6 à l'ancienne comme peut l'être Las. Donc voilà, si on a Las, on risque de voir Las plus Rabiot et deux adjoints techniques ensemble, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Pour moi, je n'y crois absolument pas pour l'équilibre collectif, et ce serait pour moi un retour en arrière assez terrible. Et je vais me permettre, est-ce que justement pour toi, Roam, si donc on a Mota et qu'on fait venir Lassana Diarra, on rappelle que c'est pas fait, hein, c'est juste une rumeur pour l'instant, mais est-ce que pour toi, ce ne serait pas sacrifier Draxler et Pastore?
Non, non, encore une Et fois, pour quelle Bastien, dans raison, ses pour quelle arguments, raison il ça ne est serait pas les... toujours, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Vous dites que là, on va intégrer la Sanadiara, ça ne veut pas dire que automatiquement tout va basculer. C'est fini, Draxler il est sur le banc. Faut pas voir ça comme Bastodi, ça. Bastodi. On a encore une trentaine de matchs, ou je sais pas combien, si tout va bien, qui vont arriver. Dans ces 30 matchs, ça ne veut pas dire que si tu recrutes Diarra, c'est absolument que tu vas jouer avec un 6 points de basse tous les matchs et Rabiot et Verratti. Il faut arrêter de caricaturer. Je vais me Il y a, permettre, je vais me il y permettre a, de formuler ce que disait Basto. La crainte que Basto exprime, c'est que si en fait on recrute Lassana Diarra, il voit ça comme effectivement un suppléant, mais le suppléant de Thiago Motta. Et donc à l'arrivée, ce serait pour, en tout cas une majorité des matchs et sans doute les matchs importants, jouer avec Motta qui serait reposé parce qu'il aurait pu justement tourner dans les matchs de championnat. Mais Unai est clair là-dessus. Est-ce que tu ne crains pas ça, effectivement, merci de le rappeler, et effectivement, avec les réflexions d'Unai qui veut absolument un 6, est-ce que tu ne crains pas que à partir du moment où on a une doublure à Mota officielle et Rabiot qui ne veut pas jouer en 6, qu'on se retrouve systématiquement avec Mota Lassana Diarra sur le terrain, et si tu as Mota Lassana Diarra sur le terrain, c'est clairement, peut-être que c'est pas les annuler, mais le temps de jeu de Draxler ou de Pastore va singulièrement diminuer, voire un des deux qui ne jouera plus. j'en suis pas du tout persuadé. Alors pour quelle raison? Pas... Pour quelle raison t'en es pas persuadé? Qu'est-ce que tu penses, toi? Comment pour, est-ce que serait utilisé la Sanadiara selon toi? pour moi, la Sanadiara, ce serait un joueur utilisé sur certains types de matchs, notamment à l'extérieur, dans des quelques rares confrontations où on est vraiment face à des milieux qui ont vraiment cette qualité technique alliée à un impact physique qui fait que notre équipe est souvent en difficulté dans ces conditions-là. Il peut rentrer, et c'est pas forcément sur 90 minutes, il peut rentrer sur, je sais pas, sur une mi-temps histoire de solidifier tout ça. Mais moi, personnellement, je pense que dans l'idée d'Unai, un Draxler, c'est pas juste le joueur, et c'est sur ça que je suis pas du tout d'accord avec vous. Pour moi, Draxler, c'est pas je suis là parce que Mota il est absent. Non, je pense que vraiment, encore une fois, c'est pour ça que je dis, Rabiot il veut pas jouer en 6. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand tu as Draxler sur le terrain, pour moi, Rabiot ne joue pas véritablement 6. Il y a des compensations entre lui et Verratti qui font que chacun leur tour, ils compensent l'un et l'autre, ils descendent et ils sont plus 8, 6-8 que 6 purs dans ces matchs-là. À moins qu'on ne regarde pas les matchs ou que je comprenne rien, mais pour moi, c'est pas vraiment on est d'accord là-dessus, mais tu fais référence à un milieu qui est sans Mota ou sans Mais Lassana. justement, oui. Unai le dit, Unai il dit sans Mota qui est une sentinelle, on a dû jouer différemment et s'adapter. Mais je veux une sentinelle remplaçant Mota, justement. Donc il est assez clair sur ses intentions. Tu recrutes pas Las quand tu as déjà 6 milieux. Si on compte Draxler, Pastore, Le Celso comme des milieux, tu le recruterais pas s'il n'y avait pas cette intention-là. Donc pour moi, on va clairement revenir à un 4-3-3 classique dont on a vu toutes les limites dans les confrontations européennes ces 5 dernières années. Et oui, pour moi, c'est bouffer du temps de jeu à Draxler, Ravière ou l'éclosion de Lo Celso. C'est dommage là, parce que j'entends d'arguments des gens qui me disent ouais, mais là, ne jouera pas avec des champions, il sera là pour la rotation, pour faire souffler. Mais justement, c'est bouffer le temps de jeu des trois. Et j'ai envie de dire, c'est qu'encore un vrai bon 6 et non pas un simple bouche-trou, un pari où on se dit oui, on peut pas acheter parce qu'on n'a pas de thune, je sais pas quoi. Mais après Kaba, Istanbul et Kriko, maintenant Lassana, mais on arrête quand les frais? Les trois ont été des échecs avant l'As. On continue? Ouais, mais il faut que tu te dises que si tu claques 400 millions pour les gars de devant, tu peux pas avoir Busquets ou je sais pas qui au milieu. On a eu 6 ans pour recruter un 6 quand même. Donc, oui, ça a été une erreur. C'est pas cette année que tu peux leur demander de recruter le 6 qui coûte je sais pas combien de millions. Mais alors du coup, pour toi, Rwam, est-ce qu'un joueur qui a joué 16 matchs, c'était quoi les stats que tu donnais? 16 matchs depuis un an et 5 depuis avril. Voilà, qui a joué 16 matchs depuis un an et 5 depuis avril. Vas-y. Rappelle-moi la saison là, où bien sûr on va dire oui, mais quand il jouait avec Marseille contre Paris, il n'avait pas joué combien de temps avant? Il n'avait pas joué pendant un an à cause encore d'un problème financier. Voilà, oui, mais ça l'a empêché de démonter notre milieu. Ouais, et l'année d'après, il est blessé toute l'année et il rompt son contrat au bout de 6 mois. Oui, et Mota et Pastore, il n'est pas blessé tout le temps. Mota, il n'est pas blessé tout le temps. Là, comme je t'ai dit, on s'éloigne. Non, mais il y a... il faudrait peut-être un joueur qui ne l'est pas. 2 secondes.
2 secondes. Genre, Il y a, on il y en a, il y comprend a mal. la question, indépendamment de partir sur Pastore ou sur je ne sais qui, la question elle est simple. On parle d'un joueur qui effectivement, quand il n'a pas joué pendant un an et qui vient à Marseille qui est très bon les 6 premiers mois et bien moins après, mais nous effectivement on aurait besoin de lui pendant 6 mois. Mais il n'empêche que le joueur là, ça fait 2 ans qu'il a très peu joué, qu'il a joué dans des championnats faibles et qu'il a 2 ans de plus. Est-ce qu'il ne risque pas de ne pas pouvoir faire ce qu'il a fait à Marseille? C'est pas, on peut pas répondre à l'affirmatif à cette question, je pense, Juan. Bien sûr, non, mais on peut pas. Ce serait totalement inconscient de ma part de dire non, ne vous inquiétez pas, il va venir, il va tout. Mais moi, je te dis, encore une fois, c'est pas tant la Diarra, moi, c'est l'opportunité la Diarra, vu le contexte actuel, etc. Je dis que ça peut être pas mal. Maintenant, moi, c'est plus que je te dis un profil 6. En plus, il sait manier la balle, il sait relancer, il sait faire des passes longues, etc. C'est dans ce sens-là que ça me plaît, et gratuitement. Parce que moi, je pense qu'on en a besoin d'un. Tu vois, je pense sincèrement. Pour moi, c'est pas un hasard quand tu vois, on va au Vélodrome, Luis Gustavo, à lui seul, il pourrit notre milieu. Quand on va au Bayern, leur milieu, il nous marche dessus. Contre Lyon, au Parc des Princes, Ndombele, Touzard, il nous marche dessus. C'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Je sais pas. Moi, c'est dans ce sens-là que je te dis qu'il Ouais, nous faut un joueur avec un profil autre que ceux qu'on a aujourd'hui au milieu. Et c'est pour ça que je suis content. tu C'est cites, pas spécialement parce que c'est la Diarra. Ah, vas-y, tu Bastien. cites juste Ndombele et Luis Gustavo pour le Marseille qui sont des vrais 6 comme tu redemandes, mais qui font leur jeu aussi axé totalement différemment que le jeu de Paris, c'est-à-dire basé sur le ballon. Et Munich n'a d'ailleurs pas ce profil du tout là, vu que c'est des Thiago Alcantara ou des Ravi Martinez ou des Tolisso, donc ils n'ont rien à voir avec le profil que toi tu demandes ou ce qui se rapproche d'un Las. Après, on verra bien comment c'est utilisé. Ça se trouve, je serais surpris, mais pour moi, le message envoyé est pas bon. Oui, mais encore une C'est fois, c'est juste ma pour vision. rebondir, tu dis ils n'ont pas le même profil. Je sais très bien que Thiago Alcantara ou la Diarra, ou c'est pas les mêmes joueurs, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais leur milieu, ils ont bouffé les nôtres. Et ça, tu Ce peux que, pas me ce que- ce que contredire disait là-dessus, Basto, je ce que pense. disait Basto, c'est que c'était pas le même système de jeu. Non, mais j'ai Et je compris, suis il n'y a pas pas besoin de me d'accord faire sur la le milieu bouffé au traduction. retour à Réponds Munich, pas, mais tu ça, réponds c'est pas. encore un autre débat. Ah, si on s'est pas fait bouffer au milieu à Munich, je C'était pas sais la pas ce faute qui du se milieu, Bon, et quand ça a été messieurs, rééquilibré, le milieu a été bon. on va arrêter, on va conclure ici. Je vais vous remercier. On a eu un débat, je pense, assez complet. On a pu quand même apprécier ligne par ligne notre demi-saison. Et je trouve que nos intervenants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Perso, j'ai pris mon pied. Et vous? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ils nous aideront encore à nous améliorer. Alors, Wam, est-ce que toi, tu as pris du plaisir? J'ai pris du plaisir à un contre deux. C'était toujours agréable. Ça a été ta perception. Toi, Basto? Tout à Bah, fait. j'ai pris du plaisir puisque Dan a l'impression d'avoir été à 1 contre 2 alors que le présentateur était neutre. C'est que j'ai dû gagner le débat. Oula. Bon, Alors, alors, on va enchaîner tout de suite sans laisser les réactions, sans laisser les j'attends les réactions, réactions. sans Moi, laisser j'attends les, les Je ré- rigole, réactions. sans Dan, laisser je les rigole. réactions. Je prends la parole, s'il vous plaît, messieurs. Il me reste qu'à conclure en vous recommandant le Noël d'Ivan, le nouveau Power Ranking de Steph et Olivier qui sera d'accord avec Basto sur la Saint-Diarra. Pour trouver, c'est fort simple, hein, vous tapez le Club Paname sur Google et c'est le premier lien dispo, c'est notre blog, n'hésitez pas à y passer. Pour le podcast, on vous donne rendez-vous le 4 janvier où nous parlerons du calendrier avant le Real, des perspectives et du mercato qui aura ouvert ses portes depuis peu. C'était Drayas et non pas Jimmy, hein, ce dernier n'a toujours pas mué. Mais vous le retrouverez avec plaisir et sa voix fluette aux commandes dès le prochain podcast. On vous souhaite tous trois un excellent réveillon avec des délicieux vœux pour notre équipe favorite. Bon réveillon à tout le monde. Bonne année à tous. Bonne année, bonne chance. Ciao tout le monde.